Nous sommes le 15 septembre 2015 et c'est aujourd'hui que la journée de travail continue entre en vigueur au Burkina Faso. En ce premier jour, l'engouement semble ne pas être au rendez-vous. Une de nos équipes a été sur les lieux avant 7 heures pour faire le constat, un constat à voir dès le début de cette édition. Comment travailler à minimiser les effets des changements climatiques? La question est au centre d'une concertation initiée par le programme d'investissement forestier. À Koudougou, les acteurs du domaine réfléchissent sur les négociations internationales et les instruments économiques pour atténuer les changements climatiques. Voilà pour la une de cette édition sur la RTV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Ils étaient très peu ce matin, les agents de l'administration publique, à avoir respecté la nouvelle heure pour être à leur poste de travail. Et pourtant, c'est aujourd'hui, 15 septembre 2015, que la journée continue entre en vigueur au Burkina Faso. Cette nouvelle réglementation veut que les travailleurs de l'administration publique soient à leur poste de 7h à 15h30. Une de nos équipes en a fait le constat dans les alentours du ministère en charge de la fonction publique, constat fait par Paul-David Bambara et Viviane Senerbego. Il est 6h45 ce matin au ministère de la fonction publique. Seuls quelques agents sont déjà à leur poste. Les autres arrivent au compte-gouttes, certains avec leur tasse de café, histoire de bien se réveiller avant d'entamer cette journée de travail continu, la première de ce qui est devenu la norme à partir de ce 15 septembre 2015. Qu'il s'agisse dans le cadre du système horaire que nous avions auparavant ou qu'il s'agisse du nouveau système qui a été instauré à partir d'aujourd'hui, on commence à travailler à 7 heures. Il y a encore des mauvaises habitudes qui sont entrées dans notre fonction publique. Et je pense que c'est important que les agents publics se ressaisissent. Ceux qui, à la fin de la semaine, ne vont pas comptabiliser 40 heures de travail, il faut qu'ils sachent qu'ils sont débiteurs au niveau, je dirais, de la fonction publique. Voilà. Certains sont arrivés avec un très léger retard. J'ai 7h03. Non, en fait, je pense que c'est une première fois et vous connaissez avec les distances, on peut quand même arriver un peu en retard. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'y rester jusqu'à la fin. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire en soi parce que pour nous, il ne s'agit pas d'être à 7h, repartir à 15h30 et ne rien faire entre 7h et 15h30. Donc c'est important également que nous saisissions toute cette opportunité-là pour redistribuer les tâches au sein de notre administration. D'autres se posent des questions sur la faisabilité de la pause déjeuner de 30 minutes. Il n'y a rien d'abord, mais il faut descendre, chercher la nourriture et puis revenir, descendre. Bon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme disposition, mais je vais vous dire que, comme c'est la première fois, nous allons voir. Ce 15 septembre, ceux qui sont arrivés avec 20 minutes de retard ont trouvé porte close au ministère de la fonction publique. Chacun doit faire en sorte que le contrôle hiérarchique puisse exercer à partir de maintenant. Et naturellement, les agents eux-mêmes devraient être responsabilisés parce que nous ne pouvons pas mettre derrière chaque agent de la fonction publique, qui sont plus de 165 000, un agent de sécurité ou un agent de police. À 7h30, beaucoup de parkings devant les administrations étaient déserts. Une chose est sûre, plusieurs de ces agents étaient encore sur la route à 8 heures. Et j'ajoute que nos reporters Paul-David Bambara et Viviane Senerbego sont toujours sur le terrain pour constater l'évolution de cette journée de travail continu. Vous pourrez suivre dans notre édition de 20h le constat et les réactions des travailleurs sur les 30 minutes accordées pour la pause de restauration. Et puis, la journée de travail continue peut-elle avoir un impact sur la santé des travailleurs? Voici une question qui sera peut-être évoquée au symposium sur la prévention des risques professionnels qui a ouvert ses portes ce matin même à Ouagadougou. En attendant, sachez que le thème principal de cette rencontre est relatif à l'utilisation de l'audiovisuel et de la communication comme atout pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Prennent part à ce symposium des acteurs de la santé de la sous-région et c'est un symposium organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso. Suleiman Sanou, Jacques Lamissa, Tarbaga. Les risques professionnels, ce monsieur les encourt certainement. Bien que protégés, ces autres ouvriers ne sont pas à l'abri d'un accident de travail.
Les solutions sont recherchées ici au 8e symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels à Ouagadougou. La sensibilisation du public aux problèmes de santé et sécurité au travail reste globalement faible et ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite. Des actions doivent donc être engagées en vue de susciter des réactions à la fois au plan national et international. L'idée est d'utiliser l'audiovisuel et la communication pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Cette nouvelle approche doit reposer sur une stratégie unifiée de la prévention qui prenne en compte les facteurs de risque professionnels et non professionnels et qui promeut une culture de prévention durable dans laquelle sécurité, santé et bien-être des travailleurs sont étroitement liés. La rencontre dure 4 jours. Les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région et les résultats des travaux sont attendus par le gouvernement. Indiquer que l'on puisse à un moment s'arrêter, faire l'état des lieux, trouver des solutions pour que les risques soient minimisés et que même quand il y a un accident, que l'on puisse lui assurer une prise en charge conséquente. En plus des échanges en salle, il y aura d'autres activités, notamment la rencontre avec la Fédération africaine des accidentés et malades professionnels. Autre point de l'actualité, vous le savez peut-être déjà, hier, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a publié son rapport. Le Premier ministre qui a reçu une copie de ce rapport s'est rendu au siège de cette commission. Yacouba Isaac Zida est allé manifester la reconnaissance du gouvernement à la commission pour le travail abattu. Il a rassuré les membres de cette commission qu'une suite sera donnée aux recommandations qui ont été formulées. Adama Giti et Draman Guéné. Fin de mandat pour la Commission de la réconciliation et des réformes. Après avoir transmis son rapport au Premier ministre, Yacouba Isaac Zida s'est déplacé jusqu'au siège de la Commission pour lui manifester la reconnaissance du gouvernement. Nous avons pu apprécier la pertinence de toutes ces recommandations-là, notamment la création d'un haut conseil de la réconciliation nationale, aussi au titre de différentes réformes. Un avant-projet de constitution pour nous conduire à une 5e République, un nouveau code électoral. Le rapport qui est produit après plus de 6 mois de réflexion fait un état exhaustif des problèmes de la nation. On a voulu que le rapport général reprenne très rapidement l'ensemble de ce que nous avons trouvé comme problème au niveau des problèmes de crimes, donc de délits, qui demandent vérité, justice et réconciliation. Et également l'état des lieux sur le mauvais fonctionnement de la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique et institutionnelle, et aussi au point de vue même de la gestion aussi des élections. Pour le dépositaire de ce rapport, le gouvernement de la transition va entamer sans délai la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Il compte aussi engager le futur gouvernement dans son exécution en amenant tous les candidats à la présidentielle à signer cette charte de la réconciliation. Le NDIA, le National Democratic Institute, appuie les organisations et associations qui œuvrent dans le domaine de la jeunesse dans le cadre des élections à venir. Après les subventions et les formations reçues du NDI, ces organisations et associations sont maintenant à une autre étape, une étape qui consiste à outiller des jeunes pour qu'ils puissent faire des interpellations en cas d'irrégularité constatée pendant les élections. Des projets dans ce sens ont été présentés hier à Ouagadougou, Lassina Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Pour accompagner le processus électoral, 30 organisations et associations ont monté des projets et programmes pour accroître la participation des jeunes aux consultations électorales à venir. Les responsables de ces structures envisagent également de développer des stratégies pour inciter les jeunes des 13 régions du Burkina Faso à suivre et à évaluer les engagements pris par les partis politiques. Vous avez vu comment ils se sont engagés pour l'enrôlement biométrique. Vous avez vu comment est-ce que, vraiment, dans des conditions extrêmement difficiles, ils nous ont accompagnés. Là, ils sont encore sur le terrain de la sensibilisation, le terrain des formations, le terrain du contrôle même du processus, le terrain de l'accompagnement de toutes les personnes, y compris les personnes sensibles, les personnes vulnérables. Soutenu par le National Democratic Institute NDI et l'USAID, 12 des 30 organisations et associations ont reçu des subventions
allant de 2 500 000 à 35 millions de francs CFA. Et nous sommes très contents de voir quand même un grand groupe de jeunes qui ont des projets assez clairs et qui ont des objectifs assez clairs, non seulement pour accompagner le processus électoral, mais pour après les élections, les post-élections. Le processus d'élaboration des différents projets et programmes a commencé en avril par une formation couronnée ici par ces remises d'attestation. Par ailleurs, la mise en œuvre du processus dans son intégralité va durer 18 mois. La représentante du Fonds monétaire international est en fin de mission au Burkina Faso. Durant les 3 années passées au pays des hommes intègres, elle a rendu plusieurs services à la nation burkinabé et en termes de reconnaissance, les autorités burkinabées l'ont élevée au rang d'officier de l'ordre national. La représentante du FMI en a profité pour donner son appréciation sur la situation économique du Burkina Faso. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. En fin de mission, la représentante du Fonds monétaire international, Laure Rudifer, est élevée au rang d'officier de l'ordre national. Et après presque 4 années passées au Burkina Faso, elle dresse un bilan sommaire. La croissance souffre un peu avec la transition. On espère pour un taux de croissance de 5%. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait des nouvelles mesures pour les recettes, pour le Sonobi, la Sonabel, pour rassurer l'offre d'électricité pour le peuple. Il y a beaucoup de mesures structurelles qui ont appuyé l'achèvement du macro-stabilité. Il y a un taux d'inflation très bas, la croissance est encore là. Il y a une croissance assez inclusive. Après le Burkina Faso, Laure Rudifer va se rendre au Rwanda. Et c'est Corinne Delechat qui est désormais le chef de mission du Fonds monétaire international au Burkina Faso. La Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou, a acquis 14 nouveaux bus. Avec ce renforcement du parc d'autobus, la Sotraco pourra désormais réduire le temps d'attente des passagers et augmenter du coup le nombre de ses clients. Ces bus sont normalement mis en circulation depuis ce mardi 15 septembre. Mais avant cela, le ministre en charge des Transports est allé hier constater cette nouvelle acquisition de bus et échanger avec les responsables et les agents de la Sotraco. Issa Kafando, Abdul Rasmane et Zongo. À bord de ce bus de la Sotraco, société de transport en commun de Ouagadougou, un passager peu honnête, le ministre des Transports, accompagné de quelques agents de la dite société, tous en infraction de tickets, circonstances oblige, peuvent procéder à la mise en circulation officieuse, nouveau véhicule en attendant le cérémonial officiel, ce mardi 15 septembre. Comme toute société de transport en commun, c'est une société sans la subvention de l'État qui n'est pas rentable. Et donc, vous savez que dans de telles conditions, les banques également sont réticentes pour accorder des lignes de crédit à une société qui n'est pas rentable. D'où l'interpellation du gouvernement pour soutenir cette société. Avec un parc d'autobus vétustes, vieillissants, insuffisant d'une trentaine de véhicules, et ce depuis la création de la société en 2003, cette acquisition de 14 bus supplémentaires sonne comme une véritable bouffée d'oxygène. Les délais d'attente vont fortement diminuer. Donc l'objectif c'est de tourner autour de 30 minutes en moyenne actuellement. Deuxièmement, avec ces 14 bus, ça va permettre de repartir la charge sur l'ensemble des bus. Visite et échange interactifs entre l'autorité de tutelle, premier responsable et agent de la Sotraco, ont également ponctué la cérémonie. Les acteurs du programme d'investissement forestier sont en formation depuis hier à Koudougou. La formation porte sur les négociations internationales et les instruments économiques pour l'atténuation des changements climatiques. Ces acteurs vont s'outiller et travailler par la suite à minimiser les effets de ces changements climatiques. Cette formation leur servira aussi à se préparer pour prendre part à la grande conférence sur le climat. Le reportage de Jean Zongo et de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. C'est une rencontre des points focaux du programme d'investissement forestier avec pour ambition de s'approprier les mécanismes de négociations internationales et les instruments économiques pour atténuer les changements climatiques. L'un des objectifs, c'est contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre
mais aussi à accroître nos capacités de séquestration de carbone. Et pour ce faire, la formation abordera plusieurs thématiques dont la crise écologique globale et la fiscalité écologique et toutes ses utilisations. Nous discuterons des négociations, puisqu'il faut, une fois qu'on aura pris la mesure de l'ampleur du problème, on regardera comment les négociations essaient de résoudre ce problème. Puis nous allons regarder les différents instruments économiques qui sont absolument nécessaires. C'est-à-dire on va parler de la fiscalité, on va parler des marchés carbone, on va parler des marchés de droit en général, on va parler des paiements pour services environnementaux, on va parler plus spécifiquement de REDD+, donc comme mécanisme international. Et nous allons ensuite discuter des problèmes d'adaptation et de financement de l'adaptation et l'atténuation. La présente formation va aussi préparer la participation du Burkina Faso à la conférence internationale sur les changements climatiques à Paris en décembre prochain. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les agents d'administration et de gestion sont également en formation. La description de leur poste de travail dans le cadre du continuum éducatif est au centre de cette formation. Le MENA entend ainsi améliorer la compétence de ses acteurs administratifs pour une gestion efficace de ces services. La formation se tient du 14 au 18 septembre 2015 à Lumbila, Alassane Zéo, Mounira Kéré, avec la voix de Bouma Ernest Nebi. C'est sous le thème « La description des postes de travail dans le cadre du continuum de l'éducation de base » que s'est ouverte la 12e édition de la conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion. Une conférence qui vise à renforcer les capacités des participants pour une gestion efficace des ressources allouées à leur structure. En réalité, il y a plus d'une vingtaine d'emplois au sein du ministère. Donc, avec cette diversité, il faut naturellement maintenir ce cadre de renforcement des capacités. Durant 5 jours, les communications seront axées sur la justification de la dépense publique, la gestion des conflits à l'école et la réforme des curricula. Chaque fois qu'on a des difficultés pour justifier ce qu'on alloue à l'administration, ce sont les personnels d'administration et de gestion qui sont à l'origine. Donc c'est pour pouvoir donner toute la lumière qu'il faut, toutes les compétences pour que chaque fois qu'ils effectuent des dépenses, ils puissent les justifier conformément à la réglementation en vigueur. La présente conférence se tient dans un contexte où le continuum reste un grand défi pour le système éducatif burkinabé. Un défi qui, de l'avis des premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ne peut être relevé sans le concours de ses administrateurs et gestionnaires. Retour à Ouagadougou et je vous amène au quartier Bisgué et Kilouin pour voir ce geste de solidarité à l'endroit des sinistrés de ces quartiers. Ces sinistrés ont reçu de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne des vivres et d'autres produits de première nécessité. Ce geste a été suivi par le Fonds des Nations Unies pour la population qui a offert des vêtements et des kits d'accouchement à ces sinistrés. La remise de ces dons a eu lieu le vendredi dernier à Bisgué. Le reportage de Monkoun Dabiri. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à l'école primaire de Bissiguen. Loin du cadre diplomatique, Paul Renault est porteur du soutien du peuple allemand aux sinistrés de Bissiguen et de Kilouin. Un soutien matérialisé par un don de vivres et de savons, le tout d'une valeur estimée à 32 millions de francs CFA. Suite des événements médiatiques, on a vu les graves conséquences des inondations et on a réagi en concertation avec les autorités locales. Je pense que c'est important pour les ambassades aussi d'être en contact immédiat où les populations ont de tels besoins. Le diplomate avait à ses côtés la représentante résidente de l'UNPA au Burkina Faso, venue pour la même cause. Aux sinistrés, Edwige Adekambi a fait un don de kit d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA, destiné aux femmes et aux personnes âgées. Nous apportons en fait ce que nous appelons kit de dignité, qui est composé du minimum vestimentaire et d'utilité au niveau donc des femmes. Du côté de l'action sociale, l'on ne peut que se réjouir d'une telle initiative qui permettra d'alléger la souffrance de ces populations qui, dans le sinistre, ont presque tout perdu. Ce sont au total 2192 ménages qui verront ainsi leur soulagés, du moins pour peu de temps. Mais au-delà de cette action, les donateurs souhaitent qu'une profonde réflexion soit menée afin d'assurer les sinistres en cas d'inondation.
Retour au Burkina Faso, les journaux de ce mardi se sont intéressés à la publication du rapport de la Commission nationale de réconciliation et de réforme. La question de la reprise des concours concernés par les fraudes et la visite du président nigérien à Paris sont d'autres sujets à lire dans les journaux de ce 15 septembre. La presse est signée d'Aimé Solange à Guigma. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale entre les mains du PM nous informe aujourd'hui au Faso. 5065 dossiers de crimes enregistrés, écrit le quotidien. Citoyens rapportent que les travaux de cette commission donnent une lueur d'espoir au peuple pour une construction Burkina meilleure. L'observateur Palga rassure que ce rapport ne dormira pas dans les tiroirs, ce qui n'empêche pas notre temps de se poser la question suivante. Faut-il craindre le même sort que celui du collège de sages? Pour le journal, les nouveaux dirigeants vont choisir de mettre en œuvre ce qui les arrange simplement. Autre actualité traitée par les journaux de ce 15 septembre 2015, la reprise des concours concernés par la fraude. L'Express du Faso nous apprend que c'est une décision pas facile à prendre. Et pourtant, on achemine vers une non-reprise des épreuves, renchérit notre temps. Cependant, les coalitions locales contre la vie chère de la ville de Ouagadougou exigent la reprise des concours concernés dans les colonnes du pays. À l'international, le pays nous apprend que le président nigérien Buhari est à Paris pour 3 jours sur invitation de son homologue François Hollande. La guerre contre CKU et SSB sera le plat de résistance des discussions entre les deux chefs d'État, poursuit le journal. Pour l'observateur Palga, ce voyage représente une occasion unique de remobiliser leur soutien en matière de logistique et d'intelligence, sans lesquelles une guerre ne peut avoir d'issue victorieuse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain.